Énergie 12 vous informe que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. En Haute-Normandie, Isabelle revient aujourd'hui sur la route qui a fait basculer sa vie il y a 3 ans. À l'époque, elle élève seule ses 2 jeunes garçons. Et ce soir d'août 2009, son fils Cédric rentre d'une soirée bowling entre copains. Alors ici, c'est le lieu de l'accident où j'ai perdu mon fils Cédric de 23 ans. Voilà, la voiture, elle a perdu le contrôle en descendant de la route et elle s'est encastrée là, dans la rambarde. Et voilà, Cédric, c'est ici qu'il a rendu son dernier souffle. Et c'est ce que vous voyez là, c'est l'impact de la voiture. C'est là où la voiture est venue s'encastrer. C'est vraiment l'endroit exact. C'est pour ça qu'il y a un bouquet de chaque côté pour marquer l'endroit. Ça fait mal, très mal. C'est dur. Parce que je me dis que c'est là que mon fils n'existait plus, quoi. Il faisait plus partie de ce monde. Je sais qu'il est ailleurs, mais je l'ai plus visuellement. J'entends plus sa voix, j'entends plus ses rires. Ça fait mal. Tout ça pour un accident de voiture, en fait. Un accident dont Cédric n'est pas le responsable. C'est son meilleur ami Rudy qui était au volant de la voiture ce soir-là. Pour moi, c'est de l'injustice, c'est pas normal. C'est pas normal. Et malheureusement, je peux rien faire. Isabelle n'accepte pas la mort de son fils. Son absence lui est insupportable. Régulièrement, elle a besoin de se recueillir sur sa tombe. Mais voir la sépulture de Cédric est un véritable déchirement pour elle. Bonjour mon fils. Et tu sais, hein, pas normal que tu sois là à 23 ans. Tu devrais en train de faire la fête avec tes copains. Tu méritais pas de partir. Tu avais encore plein de choses à vivre. En tout cas, tu seras toujours dans mon cœur. Tu me manques tellement. Tu as laissé un grand vide, mais immense. C'est horrible. Horrible. Je donnerais n'importe quoi pour te voir, même 5 minutes. 5 minutes, même t'embrasser seulement. N'importe quoi je donnerais. Ma vie s'il le faut. Pourquoi t'es là-dedans? Mais pourquoi? Pourquoi toi? C'est horrible. C'était mon fils, quoi. C'était à moi, c'était le mien. On n'avait pas le droit de me le prendre. Il y a encore 3 ans, Isabelle n'aurait jamais imaginé que le meilleur ami de Cédric puisse être un jour responsable de sa mort. Les 2 garçons étaient inséparables. Ici, on est à l'école maternelle où Cédric et Rudy, c'est là où leurs chemins se sont croisés et où ils ne se sont plus jamais quittés. Je le vois encore jouer là-bas dans les jeux, courir avec les copains, poursuivre Rudy. Rudy qui le poursuit. Il y avait toujours Rudy, Cédric, Rudy. C'était beau, quoi. Ouais, tout ça revient. Mais bon, c'est une page qui s'est tournée. Donc, c'est fini, quoi. Aujourd'hui, Isabelle veut rester sur ses bons souvenirs et ne vit pas dans la rancune. Je n'en veux pas à Rudy, malgré que c'était lui qui conduisait la voiture. Je ne lui en veux pas. Il restera dans mon cœur, dans mes pensées. Et puis voilà, quoi. Donc, je ne dirai rien de mal sur Rudy parce que ce serait des mensonges. Et ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Je reste honnête avec moi-même. Je peux pas. Non, Rudy, c'était Rudy et un garçon vraiment formidable, quoi. Moi, je peux dire que ça. Même si elle a vécu le pire, Isabelle a pardonné à Rudy et ne lui en veut pas d'avoir emporté accidentellement son fils. Depuis 3 ans, elle est toujours en contact avec la famille du jeune homme. Pour elle, ils partagent la même douleur, elle n'a jamais cherché à les faire culpabiliser. Mais Florence, la sœur de Rudy, se sent toujours coupable et n'arrive pas à accepter la situation. Les 2 femmes n'ont jamais eu l'occasion de reparler de l'accident. Isabelle fera-t-elle un pas vers Florence? Lui exprimera-t-elle son pardon? Je sais pas encore. J'attends, mais j'appréhende un peu quand même.
Nous sommes à Saint-Sulpice-des-Landes, un petit village au sud de Rennes, en Ille-et-Vilaine. Comme tous les matins, dès que les beaux jours reviennent, Solveig, 32 ans, prend son matériel. Direction son jardin, à quelques dizaines de mètres de chez elle. C'est ici que cette maman de 4 enfants, en couple depuis 10 ans, cultive des plantes et élève quelques animaux pour concocter de bons petits plats pour sa famille. Ça, c'est Praline. Allez. En espérant que d'ici un mois, elle nous fasse des petits. Et ça, c'est Toto. C'est le mâle, beaucoup plus crouillard. Quand je suis dans mon jardin, il y a mes lapins, mes plantes, mes légumes, ma terre et moi, c'est tout. J'aspire énormément au calme et puis je me vide la tête. Si ces petits moments de calme sont si précieux, c'est que Solveig porte en elle une blessure profonde. Alors qu'elle était enfant, sa famille a décidé de se couper du monde et de s'installer dans une communauté religieuse. C'est là qu'elle a vécu le pire au contact d'un des responsables, le frère Pierre-Étienne. Comme une petite fille de 9 ans, avec l'aura que pouvait avoir Pierre-Étienne, j'avais toute confiance en lui. Et dans les semaines qu'on suivit cette insertion dans notre famille, il a commencé à me rendre visite le soir dans ma chambre. Au fur et à mesure de ces visites qui paraissaient totalement anodines au départ, les choses ont dérapé. Il me présentait les choses comme quoi il y avait des gestes normaux entre gens qui s'aimaient, qu'il était la main de Dieu qui me faisait part de son amour. Pendant 8 longs mois, Solveig a été victime d'attouchements sexuels. À l'âge de l'innocence et de l'insouciance, elle côtoie la perversion et la soumission. Moi, me sentant très mal par rapport à ces visites, par rapport à ces gestes, par rapport à ce que je pouvais vivre au moment de ces passages, je culpabilisais énormément avec le sentiment que c'était de ma faute, c'était moi qui n'étais pas une bonne enfant de Dieu, c'était moi qui n'acceptais pas l'amour que le Seigneur me donnait à travers lui. Solveig a d'autant plus culpabilisé que sa famille ne l'a jamais cru. À 9 ans, elle s'enferme alors dans le silence et tente d'oublier. Mais il y a quelques années, tout est remonté à la surface. Elle découvre par hasard le frère Pierre-Étienne, son agresseur, faire des aveux publics en direct à la télévision. Plus de 20 ans après les faits, il est alors jugé et condamné à 5 ans de prison ferme. Une étape cruciale pour Solveig. Cette condamnation, pour moi, c'est la justice a remis les choses à leur place. C'est-à-dire, je n'ai plus à me sentir coupable. Le coupable, c'est lui. Si Solveig a déjà bien avancé depuis toutes ces années et s'est construit un nouvel équilibre en fondant sa propre famille, cette condamnation la libère enfin du poids de la culpabilité. Elle peut désormais tourner définitivement la page. Pour moi, j'en suis aujourd'hui à la conclusion de je ne peux pas avancer avec des sentiments tels que la haine, la rancune. Le pardon est nécessaire pour moi profondément. Pour pouvoir avancer de façon sereine, pour pouvoir revoir l'avenir de façon plus optimiste. Je me suis jamais posé la question de savoir s'il fallait que je l'exprime autrement que de le vivre. Mais à un moment donné, pour pouvoir tourner définitivement cette page, je pense que ce sera certainement nécessaire. À 32 ans, Solveig aspire à la sérénité. Et pour elle, cela passe avant tout par le pardon. Si au fond d'elle, elle n'en veut plus à son agresseur, il lui reste encore à la lui exprimer pour se reconstruire moralement, mais aussi physiquement. Solveig veut se réapproprier son corps. Quels moyens la jeune femme trouvera-t-elle pour exprimer son pardon à son agresseur? Comment parviendra-t-elle à se réconcilier avec son image? Aujourd'hui, j'ai du mal encore à me sentir belle. Nous sommes à Poitiers, au centre de la France. C'est ici que vivent Suzy, 22 ans, et sa mère Nathalie. Seulement 17 ans les séparent. Nathalie est mère célibataire et Suzy est sa fille unique. Du coup, leur relation est très fusionnelle. Peut-être même un peu trop, notamment aux yeux de Suzy. À l'adolescence, la jeune femme a très mal vécu l'intrusion permanente de sa mère dans sa vie privée.
Écouter derrière les portes mes conversations téléphoniques pour savoir où c'est que j'allais me trouver ou qu'est-ce que j'allais faire les jours à venir, enfin avoir des indices pour après aller me retrouver au GT. C'est vrai que moi j'avais l'impression d'avoir tout le temps quelqu'un derrière moi, d'être surveillée en permanence, même si elle n'était pas avec moi, j'étais quand même surveillée. À un âge où l'intimité est une chose cruciale pour s'épanouir, Nathalie a fait vivre l'enfer à sa fille. Elle est même allée jusqu'à se servir de ses amis pour la traquer. Elle appelait mes copines pour savoir si elles savaient où j'étais. Et parfois, mes copines, je les avais prévenues parce qu'à force, je savais qu'elle allait faire ça. Mais par moments, je me faisais piéger comme ça, quoi. Même mes relations dans le passé avec mes petits copains, c'était difficile parce que elle faisait un peu la même chose avec lui, du coup. Donc, c'est vraiment gênant pour moi et ça faisait vraiment bébé, quoi. Il y a un an, un événement a tout fait basculer entre les deux femmes. Donc, venue me rejoindre en boîte un soir. Donc, bien sûr, j'étais pas au courant. Donc, elle me trouvait pas dans la boîte. Elle a fait appel à moi au micro du DJ. Donc, ça m'a mis bien sûr la honte devant tous mes amis. À la suite de ça, il y a eu un gros clash entre nous. Et ce qui a fait que j'ai décidé de partir de la maison et prendre mon appartement. À 21 ans, Suzy a dû fuir sa mère. Pour elle, c'était l'intrusion de trop. Aujourd'hui, un an après, même si Suzy a quitté le cocon familial pour acquérir plus d'indépendance, Nathalie n'arrive toujours pas à se maîtriser et continue à s'immiscer dans la vie de sa fille. Malheureusement, on a inventé le portable, donc je pourrais pas arrêter mes SMS et mes appels à n'importe quelle heure, n'importe quel moment de la journée. Du coup, Suzy reste toujours vigilante et doit user de stratagèmes pour lui échapper. Allô? Oui, chérie, c'est maman. Oui. Ça va, t'es où là? Là, je suis chez moi. Avec qui? J'attends des amis. Et là, pourquoi tu m'as pas répondu au message? Mais moi, je t'ai déjà dit que si je te répondais pas au message, c'est que j'étais occupée. Oui, mais tu sais bien que moi, tout ça, Suzy, dis-toi bien une chose, que c'est un truc qu'il faut pas faire, parce que moi, ça m'inquiète plutôt qu'autre chose, ça. Donc, tu le sais bien, ça, chérie. Oui, Hein. je te l'ai déjà dit. Ah oui. Déjà, tu me préviens même pas si on se voit ou pas, tu me dis pas, donc ça, c'est pareil, ça, j'aime pas ça non plus. Et ça, tu le sais, tout ça. Mais tu le fais quand même. Nathalie ne sait pas vivre loin de sa fille. Et pourtant, l'année prochaine, cette maman poule a décidé de donner un nouveau tournant à sa vie. Elle part s'installer à Paris pour rejoindre son compagnon. Et elle veut que Suzy la suive. La jeune femme acceptera-t-elle? Lui fera-t-elle à nouveau confiance après tout ce qu'elle a subi adolescente? Écoutez, derrière les portes, mes conversations téléphoniques. Ça y est, elle va reparler. Regardez mes SMS. À 21 ans, Myriam est l'heureuse maman de Ciara, 4 ans, et Lounès, 1 an. Cette jeune Marseillaise a été une maman adolescente par choix. En créant très jeune sa propre famille, Myriam a voulu effacer toutes les années de souffrance qu'elle a connues enfant. La jeune femme a été retirée à sa mère à l'âge de 4 ans et placée à la DAS avec ses petits frères et sœurs. Aujourd'hui en couple, reconstruire une famille est donc devenu sa priorité. À 21 ans, Myriam attend son 3e enfant. Ciara, qui c'est qui va bientôt venir? Le bébé. Comment il s'appelle? Et je sais pas. Tu es contente? Pourquoi tu es contente? Parce qu'il y a le bébé. Plus on est, plus il y a d'amour, donc ça va. Myriam est une véritable maman poule avec ses enfants. Elle les couve et leur passe tout. Et elle l'assume totalement. J'ai tellement pas eu d'amour, j'ai tellement pas eu ce que je voulais dans la vie, que j'essaye de tout leur donner. Et ça, elle le sait, hein, chérie, que tu le sais. Que maman elle t'aime trop, alors tu profites. Toi. Ouais. Ah, ouais, en plus. Maline, va. Quand je la vois, Ciara, je me dis qu'elle a la chance d'avoir sa mère et que je suis pas la meilleure des mères, hein, parce que j'ai 21 ans, j'ai 2 enfants, je vais avoir mon 3e enfant. Je sais pertinemment que je suis pas la meilleure des mamans, mais je sais que j'essaye d'être une bonne maman. Et ça, c'est ça l'essentiel dans la vie, c'est de savoir ce qu'on veut et ce qu'on peut. Je vous aime, bisous. Vous êtes mes bijoux de la vie. Merci le bon Dieu.
Myriam a souffert de ne pas grandir dans une famille comme les autres et a surtout manqué d'un amour maternel. Quittée par son mari, sa mère ne pouvait plus assumer seule l'éducation de ses 4 enfants. C'est pour cela que Myriam a été placée en foyer. De retour devant l'établissement où elle a passé son enfance, avec sa petite sœur, les souvenirs lui reviennent. Et ils ne sont finalement pas aussi mauvais que l'on peut l'imaginer. Ah, c'est un truc de malade. Malgré tout ce qu'on a vécu, ça reste que des beaux souvenirs. Quand je vois ce portail, je vois que des souvenirs, que des souvenirs, que des beaux souvenirs. Malgré qu'on a grandi à la DAS, tu vois, que ça fait qu'on est venu à l'âge de 4 ans, c'est mieux juste d'avoir grandi ici, d'avoir vu des personnes qui sont stables et qui sont équilibrées, qui nous ont appris des valeurs. Peut-être qu'on n'aurait pas pu apprendre avec maman parce qu'elle était toute seule. Donc c'est vrai que maman, malgré tout, elle a été faible, mais c'est pas forcément de sa faute, même si je lui reproche un petit peu de ne pas être plus battante. Mais c'est pas grave parce que moi aujourd'hui je le suis beaucoup plus que je l'aurais été peut-être si j'aurais grandi avec elle. Ça a été justement l'exemple qui t'a montré que toi tu serais pas cette femme-là et que... Là toi aussi j'espère. Oui bien sûr, mais toi le fait est que maintenant que t'as des enfants et que dans ta tête tu te dis jamais je pourrais reproduire ce schéma. Myriam ne regrette pas ses années en foyer, mais elle ne comprend toujours pas pourquoi sa mère n'a pas cherché à les récupérer, elle et ses frères et sœurs. La jeune femme arrivera-t-elle à avoir des réponses à ces questions? Pourra-t-elle un jour pardonner à sa mère de ne pas lui avoir donné l'amour qu'elle attendait? Moi, ce que je te reproche, c'est de peut-être tu t'es battu pour toi, mais tu t'es pas battu pour moi. En Haute-Normandie, nous retrouvons Isabelle chez elle. Maman? Oui. Est-ce que je pourrais me repasser mon jean aussi en même temps? Ok. Au passage. Vas-y, pose-le. Depuis la mort de son fils Cédric il y a 3 ans, elle vit désormais seule avec Ulrich, son cadet. Lui aussi a du mal à accepter la disparition de son frère. Pour le rendre encore un peu présent, il porte régulièrement les vêtements de Cédric. Je suis très fier de mettre les vêtements de mon frère. Je me dis au moins je pense toujours à lui, même les gens quand ils me voyaient dans la rue ils savent que c'était à lui. Il n'y a pas de souci, en plus ça me dérange pas. Il y a des gens par contre qui disent que ça se fait pas, mais moi ça me fait plaisir au contraire. Ça me rappelle un peu mon frère. Et au moins je les laisse pas pourrir dans le placard bêtement. Ulrich, il veut porter les affaires de son frère, de Cédric. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je repasse les affaires à Ulrich, j'ai toujours une émotion parce que je sais que c'est Cédric qui les avait, qui les portait. Donc j'ai toujours l'impression de repasser pour Cédric en fait. Ça me rappelle quand il était là, quand lui les portait. J'ai même fait un tatouage pour lui. Il avait le même. Et moi à sa mort j'ai décidé de le faire pour lui rendre hommage. Isabelle aussi a inscrit à jamais la mémoire de son fils sur son cœur. Après le décès de Cédric, ce que j'ai fait un tatouage, voyez. Il y a les 2 prénoms, mon Cédric, mon Ulrich, et au milieu, c'est mes amours. Ils sont ancrés en moi. Et cette chaîne-là, en fait, c'est tout ce qui me reste de Cédric que les pompes funèbres m'ont rendu le jour de sa mort. Et celle-là, elle me quittera jamais. Il est toujours près de moi. Je sais qu'il est toujours à côté de moi. Je me sens pas seule. J'ai toujours une présence. Même si elle n'est pas visible, mais au moins il est là. Pour moi, dans ma tête, il est là. Cédric est présent dans chaque pièce de l'appartement. Ses photos recouvrent les murs de la maison. Et on retrouve la plupart de ses affaires dans la chambre d'Isabelle. J'ai gardé les objets de Cédric, parce que j'arrive pas à m'en séparer. C'est pas possible. Donc là, il y a la télé, elle est tombée. Donc la télé cassée ne marche plus. Je pourrais la mettre à la poubelle, parce que je vois pas l'intérêt. Mais non, c'est Cédric. Encore une fois, on revient à Cédric. Donc je peux pas. J'ai gardé aussi, ça, c'est son gilet de sauvetage, quand il travaillait sur les bateaux. Comme il était marinier, c'est ce qui pouvait le sauver si jamais il devait tomber à l'eau. Et puis, ça par contre, c'est pareil, je pourrais pas m'en séparer. C'est une chose très importante qui me tient à cœur, donc je pourrais pas. Même si j'en aurais jamais l'utilité. Mais je ne m'en séparerai jamais. Voilà, ça c'est la chemise à Cédric. Voilà, qui mettait sous son beau costume quand il sortait. En fait, j'ai tout gardé, quoi. Ses vêtements, j'ai tout gardé. La seule chose que j'ai pas, que je pourrais pas vous montrer, c'est son cuir qui tenait tant. Malheureusement, il a été dépouillé dans l'accident, donc j'ai pas pu le récupérer. Mais Isabelle le sait,
Tous ces objets ne remplaceront jamais la présence de Cédric. Devant le bateau où travaillait son fils, alors qu'elle y retourne pour la première fois, Isabelle craque. Depuis qu'il est parti, j'ai l'impression d'avoir une vie monotone. Je m'ennuie. Je m'ennuie, il y a un manque. Je suis plus pareil, en fait. C'est dingue, mais c'est comme ça. C'est vrai qu'il me manque beaucoup. Terriblement. Et là, actuellement, comme je travaille sur le port de Rouen, tous les jours, il y a un bateau qui passe. Alors je sors de mon poste de garde et je regarde et j'ai toujours l'impression qu'il va sortir sur le pont et me faire un coucou. Et en fait, non, rien. Donc je retourne dans mon poste de garde et puis souvent je pleure toute seule. Voilà. Alors plus je regarde le bateau, plus je vois Cédric, quoi. C'est horrible. Je peux pas revenir en arrière. Voilà, c'est tout. Il n'y a plus de Cédric. Depuis 3 ans, Isabelle partage régulièrement son chagrin avec la famille de Rudy, le meilleur ami de Cédric qui conduisait la voiture le soir du drame. Mais pour l'instant, Isabelle n'a pas eu l'occasion de revoir Florence, la sœur du jeune homme. Jusqu'à maintenant, elle est restée en retrait. Elle n'arrive pas à digérer la mort des 2 garçons. Aujourd'hui, Isabelle et Florence ont prévu de se voir. Ce sera la première fois depuis l'accident. Je pense qu'elle va me demander de se remémorer le drame, quoi, pour dire. Donc, je sais pas encore. J'attends, mais j'appréhende un peu quand même parce que c'est des souvenirs, ça va être émouvant, je pense. Isabelle appréhende cette rencontre. Si, au fond d'elle, elle a pardonné à Rudy de lui avoir emporté son fils, elle ne l'a jamais clairement exprimé. Elle sait que Florence, qui se sent coupable, est très en demande de ce pardon et que la discussion risque d'être bouleversante pour toutes les deux. Comment va se passer cette rencontre? Quelle sera la réaction d'Isabelle face au désarroi de la sœur de Rudy? C'est quand même mon petit frère qui t'a retiré la vie de ton fils. Et oui, je lui en veux beaucoup. Nous sommes de retour à Saint-Sulpice-des-Landes, chez Solveig, une maman de 32 ans. Victime d'attouchement sexuel par un moine dans la communauté religieuse où elle vivait avec ses parents, elle veut aujourd'hui tourner définitivement la page de toutes ces années de souffrance. La jeune femme a réussi à pardonner et communiquer sur son histoire a été crucial dans sa démarche. Elle a notamment écrit un livre dans lequel elle raconte tout son calvaire. Solveig a aussi créé un site internet où elle reçoit de nombreux messages. J'ai beaucoup d'encouragement, donc ces personnes-là, j'essaye de leur répondre au maximum en les remerciant. J'ai aussi énormément et surtout des gens qui sont eux-mêmes dans une période difficile ou ont un passé difficile qui les amène à se confier à moi, qui me demandent parfois de l'aide. Solveig a reçu des dizaines de messages, notamment ceux d'Anne-Marie, qui n'habite qu'à quelques kilomètres de chez elle. Les 2 femmes ne se sont encore jamais rencontrées. Aujourd'hui, Solveig lui rend visite pour la première fois. Bonjour Solveig. Très heureuse de te voir. Heureuse de te rencontrer. Non, Bill, tu restes là. Bill? Le soutien d'Anne-Marie n'est pas anodin. Il y a quelques années, elle aussi a été victime d'un pervers sexuel. Une blessure commune qui rapproche les 2 femmes. Alors je t'ai envoyé un message parce que ça m'a ramené ma propre histoire que quand je livre les journaux le matin. J'étais poursuivie par un homme qui se mettait nu, etc., dans sa voiture et tout. On a porté plainte avec mon mari. Ça a été une affaire classée. Parce que les gendarmes, à l'époque, n'ont pas voulu prendre en considération ma douleur. Moi, j'ai fait le choix de parler. J'ai réussi à parler. J'ai rien de quelqu'un d'extraordinaire. Non, mais parce que tu as réussi. On peut le faire. On peut le faire. Et ça peut peut-être pousser d'autres victimes à se dire, mais si elle a réussi à le faire, pourquoi moi, j'y arriverai pas? Et partir dans ce chemin-là. Solveig et Anne-Marie savent maintenant qu'elles peuvent compter l'une sur l'autre. Elles resteront bien sûr en contact. Voilà, Solveig, le gâteau pour tes enfants, pour tes garçons. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt. Moi aussi. Grâce à tous ces soutiens, Solveig se reconstruit doucement. Mais le chemin est long et ses blessures sont multiples. Victime d'attouchement sexuel, la jeune femme entretient notamment un rapport difficile et complexe avec son corps. On essaye de limiter les dégâts avant que monsieur arrive et de faire en sorte d'être le plus présentable possible. Aujourd'hui, j'ai du mal encore à
À me sentir belle. Enfin, c'est un terme que j'ai du mal à m'approprier. Confrontée à la sexualité alors qu'elle n'en avait pas encore l'âge et rongée par la culpabilité, Solveig n'arrive toujours pas à se sentir femme. J'ai attiré le regard et j'ai attiré les gestes d'un homme alors que j'y étais pas prête. Je m'en suis sentie responsable. Donc cette féminité-là, je l'ai complètement enfouie. Je l'ai empêchée d'évoluer comme ça évolue de façon naturelle chez une adolescente. Et aujourd'hui, je me rends compte que durant ces 30 dernières années, je n'ai été femme qu'à travers mes maternités. Solveig a également gagné un peu de confiance en elle grâce au regard bienveillant de son compagnon Bruno. Ils sont ensemble depuis 10 ans. Il y a quelques mois, Solveig a aussi débuté une thérapie par l'image. Elle s'est offert des shootings photos pour tenter de se réconcilier avec son corps. J'ai pu me mettre dans la peau de celle que j'aimerais être. C'est-à-dire que je me suis donné le droit d'être glamour, d'être sexy, de jouer de mon regard, de jouer de mes atouts, chose que je suis incapable de faire dans la vie quotidienne. La photo, ça fait pas tout. C'est une étape parmi d'autres et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Avant d'entamer une vraie démarche pour se sentir mieux dans son corps, Solveig veut avant tout exprimer son pardon à son agresseur et clore définitivement ce chapitre douloureux. Là aussi, son compagnon Bruno la soutient. Mais il ne sait pas encore que Solveig a pris la décision de rentrer en contact avec celui qui lui a fait vivre l'enfer. J'envisage d'envoyer un courrier à Pierre-Étienne pour dire clore le sujet, en lui expliquant que le mal est fait, mais que le pardon est donné. Ouais. Le pardon, ouais. Tu lui donnes. Bon. Tu sais que je lui l'ai donné. Oui, tu l'as mûrement. C'est quelque chose qui est mûrement réfléchi chez toi, ça. Le pardon. Toi, t'es victime, hein.